Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Lyon Politique. Décryptons ensemble l'actualité lyonnaise avec Raphaël Ruffi-Fossoul, Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le chercheur associé chez Triangle, Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. 3 sujets soumis au débat du jour, les tags, le retour de Salah Hamouri et le Lyon-Turin. C'est le rétropédalage de la semaine à la question de plusieurs médias de savoir pourquoi les tags sur les quais de Saône n'étaient plus enlevés. La métropole de Lyon a d'abord expliqué avoir baissé les bras, 700 mètres carrés tagués le long de la rivière pour une note de 50 000 €. On pouvait se dire que c'est une paille pour la collectivité. Le problème, c'est que dès que les équipes ont travaillé, les taggeurs repassent systématiquement derrière. L'idée d'une fresque a émergé, mais les architectes des bâtiments de France n'étaient pas fans. Et comme souvent, il a fallu que les médias nationaux s'intéressent à l'affaire pour qu'une solution soit trouvée. Une expérimentation aura lieu à l'automne. Elle comprendrait un changement du revêtement des murs, une sensibilisation des habitants et un déplacement des poubelles pour éviter les attroupements au bord de l'eau. Est-ce qu'encore une fois, les écologistes ne se seraient pas fait dévorer par leurs propres créatures ? Farid. Déjà, les écolos et les tags. C'est 50 000 €, c'est trop cher pour eux. Quand on voit le budget de la ville de Lyon, déjà, on se pose des questions. Alors c'est 50 000 € une fois, puis 2, puis 3. Ça coûterait beaucoup moins cher de mettre des caméras et d'attraper les personnes qui le font ou de faire de la répression. C'est la théorie de la vitre cassée. Bon courage de quoi ? Attraper un graffeur avec une caméra ? Bon courage. C'est pas la caméra directement qui va l'attraper. Il va pas sortir. Non mais la caméra, elle prévient les... En fait, les graffeurs, quand tu regardes les noms des graffeurs sur Lyon, c'est toujours les mêmes. Ah bon ? Crépi, 2, 3 trucs, c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. T'en attrapes une fois, t'enlèves la moitié des tags. Parce que là, on parle que des quais, mais il y a des tags de partout dans tout Lyon. C'est devenu dégueulasse. C'est devenu partout quand même. C'est quoi que tu considères pas partout ? Il y en a ici. T'en as là à 10 mètres, t'en as à 50 mètres. Lève la tête, t'en as approximativement partout. Les endroits où tu n'en trouves pas, c'est dans les endroits résidentiels où les gens ils font attention à leurs murs. Sinon, dans les endroits un petit peu plus ou moins publics, les mecs ils commencent à taguer de partout. On est arrivé dans une ville écologiste où on aime bien développer un petit peu le côté artistique. Mais le côté artistique, dans une ville qui est classée comme UNESCO, comme Lyon, ça devient vraiment dégueulasse. En plus, c'est la théorie de la vitre cassée. Ah. C'est-à-dire... ça, c'est américain, ce truc-là. C'était new-yorkais. Ouais, tu casses une vitre, tu répares pas la vitre, toutes les vitres, elles cassent juste derrière. Voilà. New York, ils en avaient fait la mère expérience. Donc, quand ils ont décidé de rentrer dans la répression et de vraiment se concentrer sur les incivilités et sur la délinquance dans leur ville, du jour au lendemain, ils ont commencé à taper fort. Ça s'est calmé naturellement. C'est la même chose. Tu laisses les tags émerger de partout. C'est dégueulasse. Tu dis, ça gêne pas que je rajoute mon petit tag derrière. Ils font pas leur boulot. C'est vraiment de l'amateurisme. Donc la position de Farid, c'est que Giuliani devienne maire de Lyon. Damien, votre position ? J'ai la même position. D'accord. Je pense, vous savez que je suis un vieux conservateur qui prône la répression. Je pense effectivement qu'il y a un moment, il faut botter les fesses des gens. Pour leur botter les fesses, il faut les interpeller. Et puis surtout, il y a un moment, il faut peut-être leur imposer des travaux d'intérêt généraux pour nettoyer leurs propres tags, tout simplement. Alors attention, il faut arrêter de taper sur les verts à bras raccourcis. C'est pas de la faute des verts s'il y a des gens qui taguent partout, même si de temps en temps, ils vont appeler à la désobéissance civile, mais c'est pas ça qui multiplie les tags dans la ville. Le problème, c'est toujours posé avec les prédécesseurs aussi. C'est vrai que ça coûte une fortune. Il faut dire ce qu'il en est. Est-ce que recouvrir, nettoyer des tags, c'est la solution ? Ça va coûter une fortune, ils repassent derrière. Moi, je pense que la seule solution, c'est effectivement la répression. C'est horrible d'en passer par là, mais on est dans une période aujourd'hui où tant qu'on ne tape pas sur les gens, ils font. Donc, il y a un moment, c'est peut-être la seule solution. Sur les quais, alors, la seule chose, c'est la concertation avec les habitants proposée par la métropole. Ça me fait doucement rire, parce que c'est encore un truc qui ne sert à rien. Déplacer les poubelles, je ne vois pas ce que ça va faire. En revanche, interpeller des gens sur les quais, c'est facile. Parce que justement, ils s'isolent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent partir que par l'escalier de droite ou l'escalier de gauche. Donc s'il y avait une caméra, ça permet effectivement de les bloquer ou ils partent à la nage. Attention aux interpellations près de l'eau, parce que peut dégénérer. Il faut faire ça correctement. On ne peut pas faire ça avec 2 policiers municipaux. Vous avez un graffeur qui fait son dessin sur un mur, vous avez un policier en haut de chaque escalier, le type il est bloqué, et puis voilà. Alors après, s'il a décidé de plonger, c'est son problème, mais c'est assez facile, la configuration est assez facile quand même pour interpeller. Non mais c'est à 4h du mat qu'ils font ça, pas à 9h30. On a des policiers qui travaillent. On a un mal fou à récupérer les policiers, c'est quand même pas pour les envoyer derrière un graffeur et ça fait partie, baigneur. Non mais ça fait partie du travail de la police aussi. Non mais bien sûr, mais c'est pas prioritaire. Mais c'est pas prioritaire. Protéger les murs. Alors laissons faire et ne faisons plus rien.
Parce que déplacer les poubelles et Ben ça, c'est la sensibiliser position les habitants c'est la position de qui la sont les métropole. premiers à en souffrir, franchement... mais moi, je blâme pas la métropole. Bah bravo. La c'est métropole, qu'elle soit écolo, qu'elle soit droite, qu'elle soit de gauche, ils ont tous le même problème. C'est pas un problème d'étiquette politique. Là, pour le coup, je vois pas pourquoi ça serait la faute des Verts plus que des autres. En dehors de leur appel à des désobéissances civiles qui contribuent à donner le sentiment aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'en fait, ils seront jamais poursuivis. Raphaël? Non, pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on n'a rien inventé. Je me souviens que quand Gérard Collomb avait été élu, il y avait exactement le même procès qui lui était fait. Il avait un petit peu tendu le bâton pour se remettre, puisqu'il a fait campagne sur la propreté en 2001, c'était un de ses principaux sujets. Et ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place la politique de Giuliani. Effectivement, c'était assez coûteux, avec quand même un certain succès, des dispositifs qui ont perduré dans le temps, qui sont toujours en œuvre, qui n'ont pas été changés. Donc il n'y a pas de recette miracle là-dedans. Est-ce qu'il faut consacrer des moyens beaucoup plus considérables à ce sujet-là ? On a le droit d'en douter. Oui, parce que après c'est un peu comme les rats Place Bellecour. C'est très pénible les rats Place Bellecour. Mais on voit bien que pour se débarrasser des rats Place Bellecour, c'est un énorme travail. Il faut mobiliser les moyens. Il y a quand même autre chose à faire. Enfin, et c'est comme tout, vous savez, c'est de l'économie. Il y a des ressources limitées et des besoins illimités. Alors il y a des gens que Non, mais on est une ville touristique. Ah, pas du tout. Là, quand tu es Ça, sur les c'est- quais, non, on ça, est c'est sur une fini, ville ça. touristique, Non, on est c'est une fini. ville UNESCO. Quand tu as des touristes et que tu es sur les quais, c'est dégueulasse. Tu vois des tags horribles de partout. Mais c'est pas dégueulasse, Bah. le tag. Un rat, par contre, c'est dégueulasse, normalement. Mais il y a des Un écolos... graphe, c'est beau. Un tag, c'est dégueulasse. Ah oui, Choisis non. ce que tu veux. Non, mais... Ouais, mais il y a des Il gens qui vont aimer. y a des gens qui aiment quoi? Les Une tags. signature, un truc dégueulasse de partout. Il y en a des beaux. Il y a des graphes qui sont magnifiques. Tout à fait. Il y a des villes entières en Tunisie, Djerba, dont sont originaires mes parents. Il y a un village entier qui est graffé. Ça fait venir des gens du monde entier. Voilà. Parce que c'est magnifique. Ok. Mais va là-bas, rajoute ta signature, un truc dégueulasse comme ça. Je suis pas sûr que tu sors de Tunisie. Hein. Non, mais bon. Ça, Donc, c'est un autre. Romain, simplement pour finir sur le Oui. sujet, vous êtes plutôt adepte de laisser faire. Non, mais je veux dire, c'est les quais de la Saône, tout le monde s'en fiche, hein, les quais de la Saône. Ils tagueraient l'hôtel de ville ou l'opéra, tout ça, bon, ce serait moche. Mais là, on voit, ça fait un peu de couleur. Si vous regardez sur Google Street, bah, il y a effectivement des tags. Donc, il y a toujours eu des tags là, c'est au bord de l'eau, ça n'intéresse personne. Et c'est mieux que les gens puissent développer leur caractère artistique à cet endroit-là plutôt que sur l'hôtel Dieu. Même si l'hôtel Dieu n'est plus ce qu'il devrait être. Hein. Mais c'est un autre débat, ça. Si on peut considérer que c'est de l'art. Hein. Mais c'est difficile de dire que c'est de l'art. Si t'étais Bansky, tu dirais c'est de l'art. Non, Bansky, il dirait que c'est dégueulasse. Bansky, Oh. il fait des trucs magnifiques. Il fait pas des signatures. C'est des graphes qu'il fait, Bansky. C'est pas des tags. Mais les gens s'entraînent. Et un jour, ils seront Bansky. Il s'entraîne. Oui. Allez, on passe à notre deuxième sujet, puisqu'on a eu droit cette semaine à un épisode 2 de la série Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien qui a participé à une table ronde ce jeudi à la Bourse du Travail, 5 mois après l'annulation de sa venue à Lyon à cause de la polémique que l'on connaît tous. Cette fois, Grégory Doucet avait pris un arrêté municipal pour interdire à Salah Hamouri de venir. Comme pour la première fois, la décision du maire écologiste portait la marque de la préfecture. Bon, finalement, le tribunal administratif a retoqué l'arrêté et Salah Hamouri est venu, tout s'est bien passé. On se souvient de son opposition au port du masque en extérieur, de ses épisodes sur la sécurité avec Gérald Darmanin. Est-ce que cette fois, Grégory Doucet est rentré dans le rang après 3 ans de défiance? Pardon. Vas-y. Moi, je trouve que son arrêté municipal est très contradictoire avec sa première démarche, puisque un jour, pour un débat, il l'invite sans contradicteur, et là, il veut prendre un arrêté municipal pour l'empêcher d'aller parler. C'était la Bourse du Travail, je crois. On est en démocratie et je pense que la personne a le droit de s'exprimer. Je ne comprends pas. Alors, c'était sous prétexte d'un risque pour la sécurité, etc. Je trouve ça très contradictoire avec sa première décision de le recevoir. Donc, je ne comprends pas bien. Honnêtement, je ne comprends pas Sauf que c'est la la préfecture décision. qui lui demande. C'est Donc la s'il l'avait pas préfecture fait, on aurait dit. Ils l'ont fait ensemble. Il prend mais le je risque. trouve que et de la part de la préfecture et de la part du maire de Lyon, je ne vois pas pourquoi c'est arrêté. Après tout, c'est quand même quelqu'un qui a le droit de s'exprimer, qui a des choses à dire. On peut être en désaccord total avec lui, mais on ne va pas commencer à empêcher les gens de s'exprimer, quel qu'il soit. Il a une expérience. On peut lui reprocher certainement des choses, mais il a des choses quand même à raconter. Et là, en l'occurrence, c'était pas à l'hôtel de ville, dans un débat qui n'en était pas un, sans contradiction. Donc moi, je ne vois vraiment pas pourquoi un arrêté municipal. Ça s'est bien passé, d'ailleurs, preuve en est. Il y a des gens qui sont allés. J'ai vu des témoignages de gens qui ont dit que c'était intéressant. Ça ne veut pas dire je soutiens la démarche, mais je suis allé le rencontrer pour poser des questions, etc. Et je trouve qu'on ne va pas s'interdire non plus tout dialogue, tout débat. Ça serait complètement antidémocratique, quoi. Et je me permets de rajouter qu'effectivement, le tribunal a noté ce revirement de position et a demandé à Grégory Doucet pourquoi
5 mois après, il changeait c'est d'opinion, et c'est pour ça que l'arrêté a été retoqué. C'est contradictoire. Pour moi, c'est complètement contradictoire. Romain ? Il avait quand même pris la première fois un arrêté, enfin il avait fini par l'annuler la première fois. La pression. Oui, mais là c'est pareil, il y a la même pression. Romain, la première fois, le problème qui se posait, c'est j'organise un débat, mais j'ai pas de contradicteur. Là, c'est pas un débat, c'est une conférence, c'est un échange avec des gens dans la salle. On n'est déjà pas dans la même démarche. La première fois, tout le monde est monté au créneau en disant vous organisez un débat, il n'y a pas de juifs en face. Il n'y a pas de débat. Mais c'était pas vraiment un débat. Il y avait plusieurs intervenants. Et effectivement, il n'y avait pas de contradicteur en faveur de Tsahal, l'armée israélienne. Là, on n'est pas dans un débat. Là, on est dans une conférence, dans une rencontre avec des gens. C'était quand même une conférence sur les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo, ils étaient 2 pour les signer. Ah oui, ils ne sont pas signés tout seuls, les accords d'Oslo. Non, mais je veux dire, oui, mais quand vous faites une conférence, qu'il y a 5 intervenants, ça vous arrive que il y en ait qui puissent pas venir, d'autres qui viennent. Mais non, il n'avait pas été invité, surtout. Il n'a pas plus ou moins être invité dans un cas ou dans l'autre. Là, moi, je trouve que le deuxième est plus violent parce qu'il y a le mot apartheid dans l'intitulé de la conférence d'hier. Donc, ça rabat un système démocratique israélien sur Un quoi ? Le système démocratique israélien. Ça te pose pas de problème ce qui se passe en Palestine, etc. Si, mais justement. Quoi ? Là, c'est pas, quoi qu'il en soit, on va pas ramener les problèmes d'Israël en France. La question, elle n'est pas là. La question est de savoir est-ce qu'une personne peut s'exprimer en France, et selon le tribunal, c'est une atteinte grave et manifestement illégale et une liberté fondamentale. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, on peut s'exprimer. Qu'est-ce qu'il a ? Est-ce que les titres, c'est on doit s'attaquer aux Juifs ou aux Israéliens ? Non. Il parle d'un système d'apartheid qui est partagé par beaucoup de personnes. Là, c'est qui l'a mis en place, cette conférence ? C'est Amnesty International. C'est quoi Amnesty International ? C'est des terroristes. La Ligue des droits de l'homme. Les Ligues des droits de l'homme. Solidaires. C'était quand même des gens qui tiennent plus ou moins la route. Ils peuvent s'exprimer, ces gens-là. Mais absolument. Et voilà, à partir de là, je ne sais pas pourquoi on interdit ça. Mais on ne l'a pas interdit. Ah oui, mais a priori, ça a l'air de te poser plus de problèmes qu'on ne l'ait pas interdit là parce qu'il y avait le mot apartheid. C'est-à-dire, c'est toi que tu ne partages pas le terme qui se passe en ce moment sur les territoires palestiniens occupés. Non, mais je peux comprendre. Mais il y a des gens qui peuvent quand même se dire que ce qui se passe là-bas, on peut ne pas partager l'idée d'un État d'extrême droite tout à fait israélien. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit, là, l'intitulé est beaucoup plus violent. A priori, apartheid, c'est beaucoup plus violent que Oslo. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que la première fois, ça a été organisé par du public, donc la mairie, et là, c'est du privé. La privée, on s'en fout, du moment que ça gêne pas par rapport... Moi, ce qui me pose plus problème, c'est que ce jour même, à Écully, il y avait un rabbin extrémiste qui tient des propos, lui, qui peuvent être condamnables en France, et on lui a jamais rien dit. Et à la limite, on lui a même dit, comme tu tiens des propos extrémistes et que les gens qui viennent te voir sont des extrémistes, on va interdire la conférence à Lyon pour éviter que vous descendiez, que vous leur cassiez la gueule. C'est n'importe quoi. Il faut interdire la première conférence où il y a les extrémistes qui sont un peu dangereux et laisser tranquille les papis de l'Amnesty International ou je sais pas quoi qui sont venus tranquilles. Et en plus, à cette conférence-là, que je me trompe pas, c'est un ELV Europe Écologie, le maire Europe Écologie qui l'interdit. En même temps, dans le public, tu as des conseillers métropolitains Europe Écologie, tu as des conseillers métropolitains communistes, socialistes, tout ce que tu veux. Il y a un sénateur Europe Écologie qui est interdit. C'est quoi ? C'est antinomique. On interdit, mais en même temps, on y va. C'est n'importe quoi. Oui, mais enfin, au final, la question, c'est effectivement celle de trouble à l'ordre public, c'est tout. Une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de trouble à l'ordre public. Et le trouble à l'ordre public, c'était pas eux qui allaient le créer. C'était créé par des juifs extrémistes qui se créaient à Écully. Tout à fait. Pour interdire les juifs extrémistes d'Écully. C'est quoi cette histoire ? C'est-à-dire, toi, tu organises quelque chose, je te menace. Je te menace moi, et c'est toi qu'on interdit de le faire. C'est moi qu'il faut aller vérifier. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois. Non, on prend l'exemple de Dieudonné, par exemple, c'est exactement la même chose. Mais Dieudonné... on va pas rentrer dans le débat de Dieudonné. Raphaël ? Non, mais c'est une vraie question de droit. L'exemple de Dieudonné est bon. On s'honore en France d'être un pays de liberté d'expression, et effectivement, il n'y avait aucune raison en droit d'interdire cette rencontre, qui était en plus dans un cadre privé, pas dans un cadre public. Donc après, j'ai envie de dire un peu chacun dans son rôle. Je crois que Grégory Doucet, vu ce qui s'était passé en janvier et l'erreur qui avait été faite à l'époque par la mairie incontestablement, il était un peu politiquement piégé, quoi. Il était un peu obligé d'envoyer ce message-là que le tribunal administratif lui renvoie. Ça l'arrange, ça, ou pas, vous pensez ? Je sais pas. Dans sa relation avec la préfecture. Votre question tout à l'heure, c'était est-ce qu'il est rentré dans le rang ?
En tout cas, je crois qu'il y a une naïveté des nouveaux maires de Lyon, les jeunes maires de Lyon, peut-être parce que c'est une ville de concorde, ils se disent que quand ils arrivent, ils vont régler les problèmes entre Israël et Palestine. Ça avait été le cas de Gérard Collomb. Souvenez-vous de ces rencontres qu'il avait fait entre des parrainages entre Lyon et des villes en Palestine, en Israël. Avec la Chine avec ces également. grandes rencontres. Et vraiment, il pensait que la paix en Israël et Palestine passerait par cette solidarité entre villes. Bon, c'est pas marché. Il n'a pas fait ça pendant ses 3 mandats après. Et Grégory Doucet, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté militante très forte chez lui d'envoyer un message sur ce sujet-là. Et ce qu'il s'est rendu compte, je pense, sur la première fois, c'est que dans son rôle de maire de Lyon, il n'était pas à sa place de faire ça. Que des militants politiques viennent défendre la cause palestinienne, c'est une chose, mais comme maire de Lyon... Mais c'est les mêmes militants politiques, parce que les Verts sont très pro-palestiniens. Oui, mais il y a des cascades qui peuvent être différentes. Oui, Ils peuvent faire des choses en tant que militants, mais en tant que maire de Lyon, c'était pas ce qui était attendu. Et je crois qu'effectivement, c'est ça qui a été compris, c'est le message qu'il voulait envoyer aujourd'hui. Damien, pour conclure sur le sujet ? Oui, moi je pense que je rejoins complètement ce que dit Raphaël. Je pense qu'il a dû réaliser que c'était pas son job. Il a dû se dire, je vais m'acheter une paix sociale en prenant cet arrêté, peut-être en espérant qu'il soit retoqué. Donc en fait, il a fait le job. Il peut dire, j'ai été retoqué, donc problème réglé. D'ailleurs, pas de vague derrière, quoi. Ça se passe bien. Je pense qu'il a bien fait. Je pense qu'il a été adroit là-dessus. Mais c'est contradictoire avec sa première décision. Terminons avec le Lyon-Turin, un sujet que l'on aborde finalement assez peu dans l'émission. Ce vendredi, un sondage IFOP commandé par la Transalpine révèle que 81% des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes sont favorables à sa construction. Le week-end dernier, les opposants guidés par les soulèvements de la terre et quelques élus lyonnais ont manifesté en Maurienne. Il y a aussi la question du financement avec les collectivités qui rechignent à mettre la main au portefeuille. Alors, intéressons-nous aujourd'hui à la position des Verts et de la NUPES plus globalement sur le Lyon-Turin. C'est un dossier qui est compliqué et que beaucoup vont s'arrêter au fait qu'ils voient des écologistes s'opposer à une ligne de train qui est un moyen de transport pourtant porté au nu. Est-ce que leur combat est publiquement perdu d'avance ? Raphaël ? Il y a des arguments pour s'opposer au Lyon-Turin, il n'y a pas de doute. Ce qui est dommage avec le Lyon-Turin, c'est qu'il ne soit pas fait. Parce que si on l'avait fait il y a 50 ans, aujourd'hui... Oui, mais enfin, les arguments auraient été vrais aussi il y a 50 ans. D'accord, mais sauf que là, on est face à un mur sur la question climatique et que le temps de compenser le chantier du Lyon-Turin, on est au moins à 50 ans. Donc aujourd'hui, la question qu'on en débatte, c'est relativement légitime. Dans les arguments qui sont opposés, c'est le temps que ça se mette en place, est-ce que tous les camions ne seront pas à l'hydrogène et donc est-ce qu'on n'aura pas réglé une bonne partie de cette compensation carbone. Donc en fait, ça repousserait encore plus son intérêt climatique. Donc oui, il y a des arguments pour être pour Lyon-Turin, enfin pour être contre, mais ça reste quand même une grosse infrastructure de chemin de fer. Pour les électeurs des écologistes, cette position est difficile à comprendre. Et on le voit dans le sondage, la plupart de leurs électeurs aimeraient qu'on développe le train. Et les écologistes aussi, qui sont des grands Européens, ont toujours été, en tout cas, je pense que dans les électeurs, ils s'en souviennent aussi, et il y a quelque chose qui est contradictoire d'avoir milité pendant 20 ans pour un projet, que l'Europe s'engage et qu'on la laisse en plan aujourd'hui. Romain ? Oui, je suis d'accord, c'est assez difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre de l'extérieur, peut-être moins de l'intérieur. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que ça renvoie à quelque chose de lourd, parce qu'effectivement, vous vous souvenez, avant même son élection au poste de maire, Grégory Doucet avait déjà donné une interview à un journal italien en répétant, enfin c'était pas répétant, en disant son opposition au Lyon-Turin. C'est difficile à comprendre, et c'est un peu la question aussi pour le nucléaire. Parfois, c'est difficile, vu de l'extérieur, de comprendre pourquoi il y a une telle opposition des Verts au nucléaire, alors qu'on voit bien, enfin, a priori, on se dit, quand même, ça permet de faire du décarboné. Et donc, donc, ça veut dire qu'il y a une vraie culture politique chez les Verts, chez les militants verts qui sont très contre ce Lyon-Turin, qui échappe un peu à l'appréhension qu'on a du phénomène quand on est de l'extérieur. Et je pense que, évidemment, c'est pas idéal quand on envoie des messages aussi brouillés, qui doivent être lisibles pour des hyper initiés. Mais pour le grand public, c'est quand même un message très brouillé. Surtout que Dominique Voynet, il y a 20 ans, soutenait ce projet-là. Mais c'est lisible, hein. Ils ne sont pas contre le Lyon-Turin, ils sont pour la décroissance. Mais en fait, ce qui les intéresse pas... Officiellement. Officiellement, ils sont pour la décroissance. Soulèvement de la terre, oui. Soulèvement de la terre, d'accord, mais pas Bruno Bernard. Pourquoi ? Parce qu'il a une entreprise, il va dire qu'il faut faire de la décroissance. Quoi qu'il en soit,
En haut, peut-être dans les électeurs de base, mais en haut, ils sont pour la décroissance. Ils sont contre le monde économique. Ils sont contre les échanges entre l'Italie et la France qui vont se développer. Ils sont contre les voyages d'agrément, parce que ça sera plus simple pour un habitant de Lyon d'aller à Turin en moins de 2 heures que de passer par Nice et de rouler pendant 5h30 en galérant, des choses comme ça. Ils sont pour la décroissance. Pas officiellement. Pas officiellement. Quand ils voient que les gens ils bloquent l'autoroute, là, ils se mettent au milieu de la route et que Grégory Doucet il leur serre la main, il leur dit bravo, c'est un bon boulot, c'est que derrière ils sont un petit peu pour. Damien ? Je pense ça doit être difficile à vivre pour les écologistes dans leur globalité, parce qu'il y a des contradictions effectivement sur ce dossier. Je rejoins complètement Raphaël sur le fait que ça aurait dû être fait depuis 30 ans. Moi, le Lyon-Turin, on en parlait avant que je naisse, je pense. Non, ça, tu peux pas savoir. Pardon ? Non, Oui. effectivement, je ne pouvais pas savoir, je n'étais pas là. Mais non, on parlait de décarbonation. Effectivement, l'idée, c'est de décarboner, mais ça va être très long pour compenser. Mais il n'y a pas que la décarbonation dans l'histoire du Lyon-Turin. Il y a les centaines de milliers de véhicules, camions, qui traversent des vallées et qui, même avec de l'hydrogène potentiellement, sont un flux de circulation qui est gênant pour ces vallées-là. Donc il y a quand même autre chose que la simple Dont décarbonation. la Suisse a réussi à se débarrasser en creusant des tunnels. Mais oui, en creusant des tunnels et en transportant les camions sur des trains. Donc moi je pense qu'il faut le faire parce qu'on a avancé. Je pense qu'il n'est plus le temps de reculer. Si on avait dû être contre, il aurait fallu être contre dès le début et ne rien faire. Aujourd'hui, on a commencé, s'arrêter au milieu, c'est un peu dommage. Alors après, je trouve que les collectivités qui ne veulent pas mettre la main à la poche, elles sont hyper contradictoires parce que la plupart de ces collectivités veulent le Lyon-Turin, mais elles ne mettent pas la main à la poche. Il y a un moment, il va falloir, là aussi, arrêter la contradiction. Il y a quelque chose qui n'est pas très, très logique dans tout ça. Je trouve que la région ne met pas assez d'argent à titre personnel. Alors, c'est facile, je ne gère pas le budget de la région, c'est facile de taper sur la région, mais c'est quand même la région qui, la première, devrait porter ce projet-là. Après, j'ai entendu plein d'arguments de la part des écologistes en disant « oui, mais on peut utiliser les voies existantes, etc. » Ce n'est pas le même parcours, c'est 2 heures de plus. Il y a une rupture de charge, on ne peut pas transporter autant de camions si on utilise cette voie-là, etc. Donc les deux arguments sont entendables, mais ce qui est plus entendable, c'est que maintenant qu'on a avancé, il ne faut plus s'arrêter, il faut aller au bout. Quoi. Il y a 20% qui ont déjà été fabriqués et creusés, etc. Oui. Donc là, on ne s'arrête plus en cours de route, quoi qu'il en soit. Après, moi, je veux revenir quand même sur un petit point. Vous parlez de camions d'hydrogène, etc. C'est hyper polluant de produire de l'hydrogène. C'est même peut-être plus polluant que l'essence aujourd'hui. Il y a eu une étude qui est sortie la semaine dernière, justement, où vous expliquait pour créer l'hydrogène, il y avait une énorme pollution qui était en amont. Donc derrière, je ne sais pas... Il y en a quand même partout de l'hydrogène, non ? Non, mais beaucoup de production électrique. Pour la produire, ça demande demande énormément beaucoup de force force. de production Donc électrique. voilà, donc derrière, est-ce que c'est une solution écologique? Non, mais on aura peut-être trouvé autre chose que l'hydrogène. On aura peut-être des camions solaires ou je ne sais quoi. Mais... Quand ils vont pas, non, mais passer sous le tunnel, ça va bloquer. En 50 ans, on va trouver d'autres solutions, certainement. Mais ça ne va jamais résoudre la problématique de traverser ces vallées. Mais on en revient à un sujet lyonnaise-lyonnais. On n'est jamais d'accord sur ce débat. Non. On limite le flux de circulation dans Lyon parce que les voitures sont polluantes. Demain, elles ne le seront peut-être pas et on aura toujours besoin de se déplacer. Après, vous avez esquissé une question qui, à mon avis, est la bonne aussi. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'en pense le maire de Lyon, on s'en fout un peu. La vraie question, c'est qui doit payer pour ce projet ? Est-ce que c'est à la ville de Lyon de payer le projet Lyon-Turin, sachant qu'en réalité, les échanges, ça s'appelle Lyon-Turin, mais ça concerne surtout les échanges entre la France et l'Italie, ça concerne surtout les vallées alpines qui sont paralysées. Et le gain pour Lyon, il n'est pas forcément évident. Donc, est-ce que ça doit être apporté sur le budget de la métropole ? Donc, typiquement, est-ce que la métropole doit développer des nouveaux elle n'a projets déjà pas de d'argent transport en pour commun ? enlever les tags et elle ne va pas payer un tunnel à 10 milliards. C'est un peu ça la question. Parce qu'aujourd'hui, il y a 6 milliards d'euros à trouver. L'État ne veut pas en mettre plus de la moitié. Donc, c'est 3. Et il dit aux collectivités locales, à vous de financer. Mais tout ça, c'est de l'argent public. Laurent Wauquiez, qui s'exprime beaucoup sur le Lyon-Turin, lui, il veut surtout pas dégrader la gestion de sa région parce qu'il a une campagne présidentielle à mener. Mais 1 milliard d'euros sur la table quand même. Oui, sur les 6 milliards qu'il faut trouver, il en met quand même 1 milliard. Il est capable le promet, il ne l'a pas mis. Hein. Et s'il devait le mettre, ça dégraderait sa note. En tout cas, il a annoncé qu'il était prêt à mettre 1 milliard quand même. Moi, je pense que ça impacte tout Auvergne-Rhône-Alpes et ça nécessiterait, selon moi, que la région en mette plus. Mais effectivement, tous les départements concernés qui vont y trouver un gain
devrait mettre la main à la poche. Je pense qu'effectivement, la métropole devrait mettre la main à la poche. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que Lyon ne va pas en bénéficier. Il y a des échanges très importants entre l'Italie du Nord et Lyon. Lyon est une ville qui a toujours beaucoup travaillé avec l'Italie du Nord. Donc je pense qu'il y aura un vrai gain pour la ville de Lyon. Je pense que tous les gens qui sont traversés par ça doivent mettre la main à la poche. 6 milliards, ça se trouve, quand on traverse 30 collectivités, des départements, régions, des grandes villes, etc., ça doit pouvoir se trouver. Après les promesses de Wauquiez, il y a beaucoup d'associations qui attendent encore leur financement qu'ils leur avaient promis il y a 2 ans. Mais on n'est pas, si on doit payer le milliard, on n'est pas sur le même sujet. Moi, je ne connais pas les promesses de Laurent Wauquiez vis-à-vis de telle ou telle association. S'il ne donne pas l'argent, il y a peut-être des raisons. Je ne peux pas le défendre là-dessus. Je ne connais pas les dossiers. Plutôt sur le terme de promesse quand ça vient de la bouche de Wauquiez. Une promesse, si on voit qu'il n'est pas capable de payer 10 000 qu'il doit, 1 milliard, des politiques, on retient toujours les promesses non tenues, mais celles tenues, mais jamais personne n'en parle. Ça, c'est assez étonnant. En tout cas, il y a un État qui est capable d'emprunter, qui est capable de financer des projets sans difficulté. Les collectivités locales, elles ont des compétences limitées, elles ont des moyens qui sont toujours réduits. On ne vient pas les aider quand elles viennent dépenser plus pour accueillir les mineurs non accompagnés, notamment par exemple, parce que ça se développe. Donc à un moment donné, que l'État, je trouve qu'il y a une vraie hypocrisie. Ils avaient fait un impôt spécial pour creuser les tunnels dont vous parliez. Donc, de toute façon, c'est de l'argent public, ça. Donc, ça veut dire que c'est prélevé sur le travail des gens qui travaillent. Donc, peu importe qui paye. C'est un projet européen, c'est de l'argent public, donc c'est aussi des impôts des Européens, et toute l'Europe en profite. Si on est contre, on est contre. Sinon, il faut le financer, c'est de l'impôt. C'est de l'impôt, il n'y a pas 36 solutions. Mais on a passé un pognon dingue depuis 40 ans à faire des études. On dirait Emmanuel Macron. En fait, à chaque fois qu'il y a des gens en désaccord, on refait une nouvelle étude. Non, mais finalement, ça aurait presque financé le Lyon-Turin, toutes les études qu'on fait chaque année. À chaque fois qu'il y a un désaccord, c'est tiens, on va faire une nouvelle étude. Non, mais les études, c'est important. Voilà, oui, on enrichit beaucoup de monde avec les études. Et puis finalement, il y a un moment, il faut se dire, on finance, on y va. Quoi. Oui, mais quand on ne fait pas d'études, on se retrouve avec des trucs... Il faut des études au début, mais on ne va pas faire des études toutes les semaines pour le Lyon-Turin. Ça fait 40 ans qu'on en parle, 40 ans qu'on a le tracé, 40 ans qu'on sait qu'il faut faire des tunnels. Il y a un moment, on va arrêter de faire des études. Oui, mais si on passe par là et qu'il y a du granit, ça va être terrible. Donc si on passe un peu sur le côté... Et ça, c'est grâce à l'étude. Tout ça, ça a été fait depuis longtemps. Mais c'est comme les pistes cyclables, on peut faire des petits détours pour éviter de casser les maisons. C'est pareil, c'est exactement la même problématique. Mais il faut des études. Et là, il n'y en a pas, en l'occurrence. Ah bah voilà, il faut des études. Et là, oui, mais les études du Lyon-Turin, on les a depuis 30 ans, les études. On relance de nouvelles études sans arrêt. Sûr, mais quand on creuse, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'en fait, on est obligé de refaire des études tout le temps. C'est bien, on enrichit plein de cabinets comme ça. Mais ça ne paye pas le Lyon-Turin. Hein. Allez, je vous propose qu'on mette un terme à cette émission. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur lyonmac.com et on se retrouvera la semaine prochaine pour la dernière de la saison.